3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Bing Yuan est avec nous, gérante action internationale et émergente chez Edmond Rothschild Asset Management. Bonsoir Bing, bienvenue. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là. Bienvenue également à Mathieu Barrière. Bonsoir Mathieu. Merci. Vous êtes le responsable de l'allocation d'actifs d'Odo BHF et Alexandre Ezez qui complète ce trio, expert indépendant des marchés financiers et expert de la macroéconomie également. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Merci d'être avec nous Alexandre. Je voulais un mot de commentaire quand même sur LVMH. Alors, la publication, toujours intéressant de s'intéresser à ces grands groupes globaux, internationalisés dans le secteur de la consommation discrétionnaire, du luxe, bien sûr. Et ce qu'ils nous apprennent, moi, ce que je trouve très intéressant au-delà de ça, c'est la réaction de marché. LVMH n'est pas une petite small cap, elle est suivie par tous les analystes du monde, toutes les sociétés de gestion du monde connaissent LVMH par cœur, tous les chiffres sont publics quasiment en temps réel, ou en tout cas chaque trimestre. Pourtant, il y a une réaction de marché très violente avec un cours de bourse qui bondit de quasiment 15%. Il y a une réaction extrêmement violente parce que finalement les résultats ont quand même bien surpris et quand on regarde dans les détails, dans la plupart des divisions, hein, la maroquinerie, les vins et spiritueux, et avec des zones géographiques, notamment en Asie, qui vont plutôt bien. En tout cas, et là, au niveau macroéconomique, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis c'est un groupe qui finalement a souffert depuis pratiquement 2 ans, 2 ans et demi. Hein, ça a été la star, puis effectivement, dans les portefeuilles, ça a été largement surpondéré. Et ce qui est intéressant, c'est la séquence. C'est-à-dire qu'il y a eu déjà un fort rattrapage de ces valeurs-là, mais qui avait vraiment beaucoup baissé en début d'année. Et puis, à partir de la semaine dernière, on a eu beaucoup de brokers, de banques qui ont rehaussé tout le luxe en général, Kering, notamment LVMH, Richemont, etc. Et LVMH, effectivement, c'est vraiment la boussole qui vient, d'une certaine manière, valider ce que disaient les banques d'investissement il y a encore une semaine. Donc c'est plutôt en tout cas un call qui est très rassurant et qui permet de voir comment ces sociétés-là s'adaptent. Et alors je ne veux pas non plus être... mais quand on voit ce qui se passe notamment aux États-Unis avec Walmart, alors c'est pas du tout la même chose, mais on voit que les sociétés B2C peuvent profiter, et ce sera certainement les prochains acteurs qui vont profiter de l'intelligence artificielle pour effectivement développer leur stratégie de croissance. C'est pas les sociétés B2B, c'est les sociétés B2C. Et le luxe, ces valeurs-là en font effectivement largement partie. En plus, il y a des nouveaux designers un peu de partout. Enfin, il y a un renouveau qui est en train de se faire. La digitalisation pour ces groupes-là, je pense aussi à L'Oréal, est stratégique et, j'allais dire, stratégiquement centrale dans leur développement. Dans le B2C. C'est là où l'intelligence artificielle prend tout son poids, en tout cas dans la distribution. Et c'est un bon moment là pour remettre du luxe dans des portefeuilles. Comme vous dites, ça fait 2 ans que ça paye plus. Ça a été très longtemps les stars de la cote, au point qu'on se posait même plus de la question de les vendre. Moi, j'ai entendu des directeurs de gestion me dire « j'interdis à mes équipes de vendre LVMH ». C'était il y a une paire d'années en arrière, hein, j'entends. C'était peut-être d'ailleurs un signal contrariant. Mais est-ce que là, on a un vrai chemin potentiel de re-rating pour ces valeurs-là et pour ce secteur? En tout cas, pour des valeurs de croissance qui ont réussi à s'adapter quand même, les valorisations restent encore raisonnables face à d'autres secteurs comme la tech où les valorisations sont stratosphériques. Donc, il y a des arbitrages qui peuvent progressivement se faire pour se remettre en tout cas à l'achat sur ces thèmes-là. Sans être spécifique sur LVMH, Mathieu, mais qu'est-ce que ça nous envoie comme signal? Et est-ce que c'est le signe que le marché ou que les investisseurs sont prêts à retrouver de l'appétit pour d'autres secteurs? En Europe, on a beaucoup été tiré depuis des années maintenant par les financières, les industriels, le thème des infrastructures a bien performé également cette année. Est-ce qu'il y a la place pour voir revenir des thèmes comme celui du luxe ou de la consommation discrétionnaire, en l'occurrence, dans nos marchés? Effectivement, les investisseurs, et vous l'avez déjà évoqué, encore plus ces dernières années, sont assez surpondérés, des valeurs dites de momentum. Finalement, dès qu'un titre commence à être sur des bons rails, il y a des stratégies qualitatives et quantitatives qui tendent à les surpondérer. Ensuite, ça crée un peu un déséquilibre. Vous avez parlé du poids des financières, de la tech, des choses, on va dire, ultra cycliques, même si ce ne sont pas forcément le même cycle sous-jacent. Je pense que beaucoup de maisons de gestion essayent un peu de diversifier leur portefeuille face aux risques macroéconomiques. Et quand on voit un secteur du luxe qui historiquement se payait cher, qui est maintenant sur des valorisations à peu près en ligne avec l'historique, tandis que l'ensemble de la cote, lui, approche ou dépasse 16 fois les résultats en termes de multiples de valorisation, oui, ça crée une espèce de coussin à même de relever les valorisations qui, relativement au reste du marché, pour des valeurs plutôt de qualité en termes de bilan,
où on peut espérer un retour de croissance des ventes, une renormalisation des marges, ça crée du potentiel et de la pression acheteuse. Ouais. Dans l'anticipation des bénéfices, on est au début de la saison de publication, évidemment, donc on est un peu court en termes de données, mais est-ce qu'il y a l'idée que des secteurs qui ont peut-être été délaissés ces derniers temps pourraient afficher des performances et une dynamique bénéficiaire plus positive qui serait de nature justement à entretenir peut-être cette diversification ou cette rotation, Mathieu? Alors, vous l'avez évoqué en tout début d'émission, et effectivement, on est court en termes de données, mais on a déjà eu des premières publications, notamment aux US et sur les bancaires. Ouais. Des publications qui sont quand même d'excellentes factures. Les bancaires aux États-Unis ont légèrement surperformé le marché américain, mais n'ont pas du tout eu récemment une trajectoire comparable à celle des financières européennes. Les financières européennes, il y avait énormément d'arguments pour les acheter, notamment des valorisations qui créaient un certain confort. Cet argument, il est toujours présent, mais il a un peu disparu. Et je pense qu'il peut y avoir un mouvement de développement, d'élargissement, justement, et de diversification du risque au sein des financières vers ces valeurs américaines. Je comprends. On va regarder peut-être le secteur américain après les performances stellaires du secteur bancaire en Europe depuis le Covid maintenant. Je le rappelle, c'est un secteur qui surperforme et qui fait mieux que le Nasdaq depuis Covid en Europe. Si je reviens à LVMH, Bing, qu'est-ce que LVMH nous dit notamment de la consommation dans des marchés émergents? Et je pense bien sûr au premier d'entre eux, le marché chinois. Et au-delà de LVMH, quels sont les signaux en provenance du marché chinois, de la macroéconomie chinoise, notamment sur le plan du consommateur? Oui, effectivement, comme vous avez dit au début, en fait, le marché chinois, ça reste un marché très important pour tout l'ensemble de secteurs luxe en Europe. Alors que pendant les 3 ans passés, en Chine, on sait que c'est quand même très compliqué. Après Covid, le sentiment des consommateurs reste très, très faible. Et puis, on a cet effet de richesse qui est vraiment impacté par le marché immobilier. Et aujourd'hui, d'après le management de LVMH en Chine, c'est mieux qu'attendu parce que on est quand même traversé l'année dernière très très difficile et puis on commence à voir qu'en mois d'août, les chiffres, ça commence à se stabiliser. Je dirais pas encore améliorer complètement parce que ça reste un défi assez important, la déflation en Chine. Et puis, on n'a toujours pas résolu ce problème de marché immobilier. Et donc, je dirais plutôt stabilisé. Et c'est ce que moi, j'ai vécu aussi en Chine pendant le mois passé. Et je vois très bien que c'est vrai, il y a toujours la déflation, mais les gens ils commencent à s'habituer à cette situation-là. Comment vous expliquez que les actions chinoises, notamment, affichent de telles performances depuis le début de l'année, quand, du point de vue macro, vous le dites vous-même, on n'est pas encore dans l'idée d'une amélioration, d'une simple stabilisation à des niveaux assez bas pour le rythme de croissance ou les rythmes de croissance qu'on a pu voir en Chine auparavant. Comment vous expliquez que le marché chinois, lui, ait pu redécoller comme ça ? En fait, la bonne performance du marché chinois n'est pas simplement de cette année. En fait, si on regarde, c'est vraiment à partir de septembre l'année dernière. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment le gouvernement local a pivoté complètement leur mentalité idéologique vers plus de pro-business, pragmatisme. Et c'est vraiment ça que nous, on passe notre investissement sur la Chine. Et pourquoi le secteur privé est super important pour la Chine? Il faut savoir que 50% de PIB, c'est contribué par le secteur privé et 70% d'innovation et 80% de création d'emplois. Le fait que le gouvernement chinois commence à soutenir le secteur privé, commence à soutenir l'innovation, ça crée vraiment tout l'engouement des investisseurs qui revient en Chine. Et puis, on a toujours l'effet de DeepSeek, bien sûr, au début de cette année. Et avec tout ça, on a une super performance depuis l'année. Ça permet d'oublier ce qui, pour des investisseurs globaux, anglo-saxons notamment, avait rendu la Chine ininvestissable à la sortie du Covid, Bing, notamment le fait que
le pouvoir pouvait décider de rayer un secteur d'activité privée d'un trait de plume comme ça. Alors c'était l'éducation, l'EdTech, les jeux vidéo, etc. On a vu disparaître ces secteurs boursièrement parlant, Oui. j'entends. Ça a changé. Complètement. Parce que pourquoi on a une très basse valorisation sur le marché chinois? On a à peu près 8 fois PE le plus bas, Ouais. alors qu'on est à 20 fois plus sur le marché États-Unis. C'est justement les investisseurs, ils donnent une décote là-dessus. Alors que, comme je disais tout à l'heure, c'est complètement changé depuis l'année dernière. Et maintenant, la perception de la Chine a complètement changé aussi. Avant, on pensait que c'était une économie basée sur le manufacturing. Et aujourd'hui, on veut donner la valorisation à la partie innovation. Donc, je dirais, le re-rating là-dessus, c'est un peu plus durable. Bon, ils produisent toujours beaucoup. C'est une économie qui continue de produire beaucoup, mais il y a un vrai shift, vous dites, dans la stratégie du gouvernement pour pousser toujours un peu plus, en tout cas, l'innovation. Est-ce que ça rend la Chine à nouveau investissable? Alors, la variation des prix fait vite changer les sentiments aussi. Quand on a des telles performances sur un marché, évidemment, tout le monde a envie d'en profiter, j'imagine, Mathieu. Mais est-ce que fondamentalement, il y a quelque chose de solide qui est en train de se construire là sur ces actions émergentes et notamment chinoises? Alors, en pratique, c'est un marché qui a toujours été investissable, mais effectivement qui était devenu assez impopulaire, notamment vu des États-Unis. On a l'impression que la majeure partie de cette impopularité, elle s'est résorbée. Quand on regarde des signaux faibles, le marché chinois, il est un peu scindé en deux en termes de cotation. Il y a Hong Kong et il y a Shanghai. En termes de kilométrage, on n'est pas très loin l'un de l'autre. Mais des fois, on a d'ailleurs des entreprises qui sont cotées sur les deux marchés, qui théoriquement devraient être à peu près au même prix. En pratique, ce n'est pas du tout le cas. Et on s'aperçoit qu'on a eu quand même une belle remontée, notamment sur la première partie de l'année, de l'ensemble de la place hongkongaise. Donc en fait, des flux internationaux qui sont revenus et qui finalement ont écouté ce discours des autorités centrales chinoises, qui ont commencé, si on s'inscrit sur un cycle un peu plus long, par faire du stimulus monétaire massif il y a 5-6 ans. Et ensuite, des signaux de marché, de nombreux signaux faibles. C'est vrai qu'ils ont arrêté de massacrer, de sortir des secteurs de la cote. Et au contraire, on a vu, dans une logique assez offre-demande, par exemple, des suppressions d'introduction en bourse. Avec la logique, s'il y a moins de titres, ce qui est rare et cher, donc s'il y en a moins, ça fait monter la cote. Maintenant, on a l'impression que les autorités considèrent qu'on est revenu sur des valorisations qui sont sur des niveaux, on va dire, acceptables. Il faut effectivement que ce soit les fondamentaux qui prennent le relais. La poursuite de la croissance du marché chinois, ce ne sera pas globalement juste de la remontée de multiples qui étaient des fois absurdes. Alors on l'a vu il y a 3 ans, par exemple, juste sur les pétrolières chinoises, des fois c'est absolument absurde, mais qui d'Occident voulait acheter une pétrolière chinoise détenue majoritairement par l'État? Finalement, on a vu un re-rating là-dessus, ça reste peu cher, mais pour qu'il y ait une continuation, il faut qu'il y ait une amélioration des résultats, et ça semble poindre son nez. Les signaux macro, alors on verra entreprise par entreprise, mais les signaux macro vont dans le sens d'un début de stabilisation, voire d'amélioration. C'est votre sentiment aussi, Mathieu? Certains, puis aussi on rentre dans une nouvelle phase après ces stimulus monétaires et puis je dirais un peu ces stimulus boursiers. On a quand même de plus en plus de discours de stimulus économiques et de la consommation. Alors la lecture du discours chinois est toujours compliquée. Monsieur Bessem s'en plaignait en disant d'ailleurs que dans ces négociations, il a d'un côté le ministre de l'économie et de l'autre côté le ministre du commerce et qui ne sont pas forcément alignés, ou peut-être mais ils font semblant de ne pas l'être. Mais globalement, on a l'impression d'une amélioration. Et quand on parle de la difficulté de l'économie chinoise, rappelons qu'on reste sur des rythmes de croissance officielle 4 à 5% et une problématique de déflation. On aurait été très heureux il y a 3 ans d'avoir une inflation à 0 et de la croissance à 4% ici. Oui. On a vu encore l'indice des prix en Chine ce matin, effectivement, qui reste négatif sur un an. Sur cette situation chinoise, la remontée des actions chinoises, est-ce que c'est avant tout une question de positionnement, de valorisation qui était devenue absurde? Et est-ce que ça peut être... l'idée d'un cycle, Enfin, je veux dire, après, on parlera de la tech américaine tout à l'heure, mais après le crack de 2000 et de la bulle TMT, il y a eu des années de performances spectaculaires pour les actions chinoises. La Chine venait de rentrer dans l'OMC.
C'était aussi un événement majeur de ce point de vue-là. Oui, exactement. 2001, ça a été vraiment un élément fondateur d'un cycle assez important. Je pense que sur la Chine, vraiment, l'élément le plus important, c'est septembre l'année dernière, un vrai changement. Je sais qu'on avait écrit, nous, j'avais écrit pas mal de papiers là-dessus, et c'était quand même un fort pari qu'on avait en septembre 24, en interne, c'était assez dur de le... Je veux bien le croire. Même en interne, c'était assez dur, mais effectivement, parce qu'on voyait des outflows, enfin des flux qui sortaient continuellement, mais en tout cas, quand on regardait dans le rétroviseur, c'était pas bon, mais il fallait effectivement aller un peu plus loin. Je pense qu'il y a aussi le positionnement de la Chine dans le monde, à la fois économique mais politique, qui a complètement changé, et économique. Sur l'économie, ils ont bien compris quelque chose, c'est que, un peu à la méthode américaine, où ce qu'on a fait, c'est que pour redonner la confiance, il fallait reflatter les actifs. L'immobilier, c'était pas possible, et donc pour l'instant, c'est passé par la bourse. Ça redonne de la confiance et un effet richesse qui est assez important. C'est exactement ce qui s'est passé dans nos pays après la crise de 2008-2009. Il fallait reflatter les actifs, et là, c'est en train d'être fait. C'est pour ça que, même si on peut s'inquiéter à un moment, les autorités s'inquiètent de la hausse de la bourse, là, on est dans une situation où c'est bien, parce qu'il n'y a pas... C'est plutôt vertueux. C'est plutôt vertueux. Il ne faut pas négliger cet aspect-là, de l'effet richesse qui redonne de la confiance, et donc c'était vraiment une volonté d'ouvrir et de tout après faire pour destruction de richesse dans l'immobilier. Oui, exactement. Donc c'était tout faire pour attirer des flux, d'abord locaux, puis internationaux. On l'a vu sur Hong Kong. Et puis il y a quand même quelque chose, c'est que, rappelons-nous, en 2018, la première guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, la Chine était vraiment courbée les Chines, alors que là, on le voit bien dans les discussions, la Chine est l'égale des États-Unis. Mm-hmm. Non, mais c'est un énorme changement. C'est-à-dire qu'ils parlent au même niveau, et on voit bien que les États-Unis tentent des choses. Bessent a beau parler, en fait, ils ont peur de la Chine, parce que la Chine s'est complètement transformée. C'est qu'elles sont leaders dans 80 ou 90% des technologies de rupture. L'exemple de l'hélium, par exemple, ils étaient dépendants à 95%, ils sont plus que dépendants à 5%. Enfin bon, il y a une stratégie quand même beaucoup plus long terme, et depuis plusieurs années, ils ont profité de cette période de crise, effectivement, pour repenser leur modèle. Et donc, ça change absolument tout, et la Chine a un pouvoir qu'elle n'avait pas avant, même vis-à-vis des États-Unis. Et donc, vous ajoutez à cela... Voire elle se sent supérieure. C'est ce que raconte le Wall Street Journal ce matin, qui nous dit que dans l'entourage de Xi Jinping, le président chinois pense que Donald Trump, comme d'habitude, va se dégonfler, que le stock market, une baisse trop forte du marché action américain, le fera reculer vis-à-vis de la Chine et des menaces qu'il peut brandir aujourd'hui. Ça semble être ancré, en tout cas, dans l'état d'esprit du pouvoir chinois aujourd'hui. Dans l'esprit de Trump, il y a à peu près 12 mois, il y a les élections mi-mandat, etc. Dans l'esprit, en tout cas, des autorités chinoises, on est sur plus lointain. Donc en fait, on voit que la discussion, il y a des pics, mais en fait, la Chine détient le pouvoir des métaux rares, détient énormément de pouvoir à terme, et en fait, d'une certaine manière, ils ont le pouvoir, donc il va falloir négocier. Et la Chine, encore une fois, est à mon avis, dans un top 3 sur les indices boursiers. Quel comportement on peut imaginer de la part de la tech chinoise et des grandes firmes technologiques chinoises aujourd'hui, Bing, par rapport à la dynamique de la tech américaine? Parce que j'imagine que pour certains investisseurs, aller acheter de la tech chinoise au moment où la tech américaine se paye très très cher, ça peut être aussi une alternative, voire un hedge ou une couverture ou un arbitrage. Il y a une corrélation très forte entre ces deux marchés, entre les deux parties tech, chinoise et américaine. S'il y a un problème sur la tech américaine, est-ce qu'on le voit sur la tech chinoise, ou est-ce qu'il y a un peu de décorrélation quand même entre ces deux univers? Je pense que si on regarde le cours de bourse depuis 3-4 mois, peut-être tout va lier avec IA, ça c'est une corrélation, mais si on regarde en termes de fondamentaux, c'est pas totalement lié. Parce que la mentalité des sociétés chinoises est complètement différente par rapport aux États-Unis sur le sujet intelligence artificielle, parce qu'aux États-Unis, tout le monde veut gagner la course. Donc, ils investissent avec des chiffres vraiment absurdes. Alors qu'en Chine, on a des mentalités complètement différentes. Je viens d'écouter une interview de Joe Tsai, en fait, c'est le patron de Alibaba. Mm-hmm. Ils disent il n'y a pas un gagnant qui peut gagner tout le part de marché là-dessus, parce que ça s'évolue tellement vite. Et l'importance, c'est vraiment d'adaptation. Or que si en Chine, si on regarde les sociétés, maintenant, 50%, ils ont déjà utilisé AI dans leur travail. Et donc, c'est pareil pour toutes ces sociétés chinoises IA. Eux aussi, la première chose qu'ils réfléchissent, c'est vraiment comment je peux monétiser.
Alors que on a rencontré des sociétés. Alors que Sam Altman chez OpenAI nous dit que c'est pas son top 10 concerne, que pour l'instant ça ne le concerne pas, rentabiliser ses investissements. Voilà, vous voyez, la mentalité est complètement différente. Alors que nous, on contrôle vraiment le coût. Et puis, on vient de parler avec une société qui fait de LLM en Chine, un des plus grands. Ils disent pour eux, le coût d'inférence, c'est à peu près 3% des coûts pour les sociétés américaines. Ouais. Et côté training, c'est que 10 à 20%. Ceci explique aussi que Alibaba, ils viennent d'annoncer leur investissement. Ils ont augmenté leur investissement côté IA. Ils disent on va investir 53 milliards $, alors que le chiffre, c'est vraiment x20 pour OpenAI. Ouais. Donc, c'est pour vous dire deux stratégies très différentes. Deux stratégies très de la part de différentes. l'écosystème AI en Chine et vis-à-vis de l'écosystème AI Tout à aux fait. États-Unis. Oui. On m'avait raconté, parce que DeepSeek aura été évidemment un des événements marquants de cette année, la révélation au monde de DeepSeek et de ce modèle effectivement à bas coût, je ne sais pas comment le qualifier, d'intelligence artificielle. On m'a raconté la vitesse de déploiement de DeepSeek, alors, c'est-à-dire à la hauteur de la Chine. Ça a été déployé dans les écoles, dans les hôpitaux, dans un certain nombre d'institutions publiques ou parapubliques à une vitesse infernale, Bing. Donc, c'est vraiment ce point adopté et monétisé côté Chine. Je pense que on n'est pas le même. Donc c'est un cas rythme aux d'investissement États-Unis. différent en fait. Et oui, et puis aussi côté financement, c'est pareil. Côté financement, on ne sait pas comment OpenAI va financer tous ces investissements. Mais en Chine, on voit que tous ces chiffres-là, ça reste assez rationnel. Bon, Mathieu, alors, il y a de la rationalité dans l'écosystème IA en Chine, on verra. Est-ce qu'il y en a encore dans l'écosystème IA américain ? Alors, il y a des situations très disparates au niveau de la côte américaine. C'est vrai qu'on lit souvent des parallèles, d'ailleurs ça fait quelques trimestres qu'on les lit, ils sont avérés faux, entre ce qu'on voit actuellement en termes de valorisation sur les marchés boursiers et puis la grande épisode de la bulle tech, est-ce qu'on est en 96 ou est-ce qu'on est en 2000 ? On n'est pas en 2000. En termes de valorisation, on est sur des entreprises, prenons Nvidia par exemple, l'icône phare du secteur, on est sur environ 40 fois les résultats. Nvidia génère des cash flows, les réinvestit, mais enfin génère du cash, génère des résultats. Après chaque publication, on m'a raconté, parce que le PE d'Nvidia peut varier assez fort entre deux publications, mais après chaque publication, on revient autour de 35-40. Pour les chiffres leur paraissent énormes. On est environ sur 4 trilliards, enfin sur 4 000 milliards de valorisation pour Nvidia, mais on parle de 100 milliards de résultats nets. Si on reprend à l'époque, j'ai regardé les chiffres, Cisco en 2000, on était sur simplement un demi-trilliard, 500 milliards de valorisation. Par contre, on était sur 3 milliards de résultats. Donc on était à plus de 100 fois en termes de multiples. Donc il y a des situations qui justifient. Ensuite, je pense que globalement, les investisseurs américains, il y a eu un peu cette ruée sur la Chine, on se rue globalement sur les indices tech de Hong Kong. Il y a un élargissement de la tech, il y a d'autres entreprises, des chaînons essentiels des data centers. Il faut des puces. À un moment, on était sur TSMC, qui avait une séquence formidable. Ensuite, il y a eu ASML, dont on parlait ce matin, où il y a eu des craintes. Et finalement, il semble que ces craintes sont un peu diluées. Et puis, par exemple, on peut parler du marché coréen, une des meilleures performances dans les émergents, où il y a Samsung ou Hynix. Et dans le dernier cas, on parle d'entreprises dont les résultats progressent fortement, mais qu'on paye environ une dizaine de fois les résultats. Ah ouais, c'est rien. Voilà. Avec des prix, des sous-jacents, effectivement, ils produisent de la mémoire flash, de la mémoire NAND, et le prix, actuellement, il y a un peu une pénurie, c'est comme sur autre chose, il y a une pénurie de composants, le prix des composants monte très vite, et il y a du cash qui rentre dans ces entreprises. Mais ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un portefeuille global, on peut trouver de la tech, alors il y a la tech américaine, mais on peut trouver de la tech... à prix raisonnable, je ne sais pas comment le dire. Non déraisonnable. À prix non déraisonnable, avec des vraies perspectives, évidemment, Mathieu. C'est ça. Ensuite, il y a des sous-cycles qui sont assez aléatoires, difficilement prédictibles. Donc, essayer de diversifier le plus possible au sein de la tech, en étant à la fois sur du hardware, en étant sur du software, en étant sur des choses très en amont. Ça paraît essentiel pour minimiser. En tant que gestionnaire de portefeuille, notre but, c'est quand même de
d'essayer, c'est pas un boulot facile tous les jours, mais de minimiser un peu la volatilité, y compris à court terme des portefeuilles. Et la solution pour ça, c'est la diversification au maximum. Bon, ce thème tech, ce thème IA, comment vous le regardez aujourd'hui, Alexandre, avec alors une partie américaine évidemment toujours très concentrée quand même. Est-ce que ça rend les choses vulnérables aux États-Unis particulièrement pour le Nasdaq, mais pour l'ensemble du marché américain également, voire de l'économie, puisqu'on comprend que ça y est, les dépenses liées à la construction de cet écosystème IA génèrent peut-être la moitié de la croissance américaine aujourd'hui. Voire plus, d'après un des proches conseillers de Barack Obama, qui disait que c'était 80% de la croissance américaine qui était liée à l'IA. Sur les 2 derniers trimestres. Et d'ailleurs, dans beaucoup d'États, on est en récession. C'est là où c'est compliqué pour la Banque centrale. L'économie en cas. Exactement, où il y a des États qui sont en récession et puis d'autres États, effectivement, qui sont en surchauffe. Et globalement, ça donne une économie en Goldilocks, quoi, à 2%. Donc, pour la Banque centrale, ça va être très compliqué parce que je dirais que l'erreur qui peut être faite, en tout cas, la difficulté, ce qui peut se passer à un moment sur ce qui s'est passé en 2014, notamment sur la Chine, où vous commencez à remettre du jus dans l'économie, et en fait, ça se met encore sur des secteurs qui sont encore plus spéculatifs, comme on l'a eu sur la bourse à un moment chinoise, où à chaque fois qu'on mettait des plans de relance, ça se déversait pas du bon côté, en tout cas. Donc, il y a quand même un biais de comportement qui va être difficile à gérer. Et sur la tech, évidemment qu'il y a un engouement et ça semble ne pas s'arrêter parce que finalement, il y a le nouveau, en tout cas, catalyseur de tout ça, outre les résultats, c'est le fait qu'il y a des accords, des prises de participation qui sont pour l'instant gagnantes parce qu'en fait, vous mettez 100 milliards pour 100 milliards, finalement, comme les valorisations sont importantes, ça crée de la richesse automatiquement. C'est un peu consanguin ? C'est un peu consanguin. Et de plus en plus, notamment dans des émissions aux États-Unis, on commence à avoir peur de ce qu'ils appellent le financement circulaire. C'est-à-dire qu'on a eu à des moments au Japon, par exemple, où ça s'est mal terminé. Mais ça peut durer encore assez... Cisco finançait Sprint qui achetait les équipements de Cisco. Et puis un jour, on s'est aperçu qu'il n'y avait plus de demande. Donc le canari, il est un peu... c'est en tout cas un des risques essentiels. Il est là. Mais ça peut durer pendant un petit moment, parce qu'on peut encore remettre 100 ou 200 milliards. Les chiffres sont tellement important. Et donc, pour l'instant, le vent est en poupe. Et de toute manière, les flux, on le voit, tout se concentre là-dessus. Donc, on sait que cette concentration est un danger, mais c'est aussi ce qui permet aux indices de monter autant. Dans les années début du XXe sièple, les chemins de fer, c'était 80% de la cote à un moment. Et c'était une vraie révolution. Non, mais la révolution, elle était là. Et puis après, c'était devenu plus rien 10-15 ans après. Donc, il y a quand même un risque. Mais pour l'instant, en tout cas, il faut essayer de voir des signaux faibles qui permettent. Les matières premières, notamment, peuvent l'être à un moment, parce qu'il y a un engouement pour les matières premières. Il faut quand même des data centers, des semi-conducteurs. Il y a besoin de matières premières. Et là, on voit qu'à un moment, le volume est tel qu'on pourrait avoir des squeezes là-dessus et tout d'un coup, on se rend compte que le roi est nu et qu'on n'est plus, en tout cas, l'argent est un métal utilisé dans le secteur technologique, entre autres. L'or a des applications physiques, mais beaucoup plus tourné vers la joaillerie et beaucoup moins massif que l'argent. L'argent, c'est un vrai métal industriel de ce point de vue. Voilà, il y a une spéculation sur l'argent qui va continuer, à mon avis, à monter. L'or ne l'est plus parce que c'est tellement cher, donc on a essayé de trouver. Il y a l'argent, notamment, qui a des propriétés peu moins bonnes, mais qui a des propriétés quand même. Et puis les métaux rares aussi. Donc il y a quand même une dépendance à quelque chose qui est physique et qui peut à un moment manquer et puis faire tomber le gâteau. Pour l'instant, c'est pas le cas. On voit que politiquement, enfin en tout cas entre les pays, c'est un vrai sujet, ces négociations. Bon, oui, justement, Bing, on voit que plus on approche de la fin de la trêve commerciale entre les États-Unis et la Chine, plus les tensions remontent. Et visiblement, si on reprend la séquence depuis la fin de semaine dernière, c'est ces nouvelles règles d'exportation des terres rares qui ont déclenché, ou en tout cas qui ont généré une vive réaction de la partie américaine et de Donald Trump, avec ce sentiment d'une reprise de l'escalade depuis entre les deux superpuissances. Ce sujet des terres rares, il n'est pas nouveau. Et c'est un levier de contrôle très puissant pour Pékin dans cette négociation avec les États-Unis. Exactement. En fait, je pense que c'est un sujet qui n'est pas tout nouveau. Je pense que notre audience
On sait déjà que la Chine contrôle 90% de raffinage des rares. Parce que personne ne veut le faire, hein. Je précise. Hein. Ça n'a rien de rare. La seule rareté de ces terres, c'est la capacité à tolérer les externalités négatives dans l'extraction et le raffinage de ces terres rares que personne d'autre que la Chine ne veut supporter aujourd'hui. Hein. Je vous donne un chiffre pour vous allez mieux comprendre pourquoi. En fait, c'est pas du tout une question de manque d'investissement ou manque de soutien, financement. En fait, l'année dernière, les États-Unis importent des terres rares vient de Chine, bien sûr. Le montant total de tout ce qui est lié avec terres rares ou des produits, d'être les aimants permanentes, avec un chiffre seulement que 200 millions de dollars. Peut-être ça dépend les sources, mais moi je prends les sources officielles des États-Unis. Ouais. En fait, c'est pour vous dire que c'est tellement petit et c'est vraiment pas une question de manque d'argent. Et pourquoi ça coûte pas 200 milliards quoi. Pourquoi c'est compliqué, c'est que nous, le monde occidental, y compris l'Europe et aussi les États-Unis, on a abandonné cette industrie pendant 30 ans. Et je pense que c'est beaucoup plus optimiste de penser qu'on peut y rattraper et récupérer en 3 ans. Effectivement, là-dessus, on a perdu tous les talents, on a perdu tous les outils pour revenir là-dessus. Et puis, comme vous disiez tout à l'heure, c'est vraiment ce problème environnemental. Parce qu'en France, on a vraiment cette capacité. Hein. On a toujours le projet de Solvay à La Rochelle, mais ça reste toujours la partie le plus raffinée, le plus high-tech, on va dire. Mais personne ne veut faire le plus polluant, la partie de séparation, parce qu'il y a quand même 17 éléments dans des rares. Hein. Pour les séparer, c'est polluant et ça crée des déchets radioactifs. Donc, personne ne veut le faire. Je pense que c'est quand même, ça reste à court terme, ça reste une carte assez puissante pour la Chine de jouer en termes de négociation. Oui, Scott Bessent n'a pas tout à fait tort quand il dit que la Chine a mis un bazooka sur la tempe des États-Unis ou du monde développé avec ces nouvelles règles d'exportation des terres rares, Mathieu. Oui, c'est un levier parmi d'autres, mais l'Occident s'est habitué effectivement pendant longtemps à importer des composants essentiels pour créer de la valeur ajoutée en Occident à des tarifs effectivement très peu chers. La Chine demande, en tout cas, veut avoir un peu plus sa part du gâteau sur à quoi elle contribue au sein des économies occidentales. Qu'est-ce que le retour des tensions commerciales ? Comment est-ce qu'il faut le prendre d'un point de vue de marché, Mathieu ? Est-ce que c'est à même de générer beaucoup de volatilité ? On a vu quand même la réaction de marché, le price action de vendredi soir, pas très joli, avec quand même l'idée que le marché estime que si la guerre commerciale devait reprendre vivement entre les États-Unis et la Chine, ce serait avant tout négatif pour la croissance. Le taux 10 ans américain baisse de 10 points de base vendredi soir. Et le pétrole aussi, qui l'accompagne. Ouais. Alors là où ça risque d'être compliqué pour les marchés, notamment, quand je dis compliqué, c'est volatile, hein, c'est pas forcément une baisse, c'est que face à des marchés qui globalement sont assez sur des valorisations assez élevées, on a besoin de taux longs qui soient pas trop élevés pour justifier les valorisations et puis qui soient pas extrêmement volatiles. Donc on a besoin des banques centrales. Les banques centrales sont un peu perdues, notamment aux États-Unis. Il y a des pressions politiques. La trajectoire, en tout cas à court terme, des taux est pas forcément... Il y a beaucoup de dissensions. Ouais. Et d'ailleurs, une des raisons macroéconomiques, c'est le fait que les États-Unis, il y a différents États, il n'y a pas du tout la même situation en termes de croissance. Et puis, en plus, il y a le shutdown. Alors, le shutdown, ça prive la Fed d'une partie de ses inputs pour nourrir sa réflexion sur que faire sur les taux. Il se repose notamment sur des statistiques non pas fédérales, mais État par État. Mais enfin, ça brouille les cartes. Donc avec ça, les investisseurs peuvent s'inquiéter de la Fed qui fait une erreur de politique monétaire. Le rebond, vu d'Europe, on parle de LVMH, on parle de ASML, mais le rebond d'hier, c'est surtout au niveau global M. Powell, qui nous a dit sur les taux, j'ai pas des masses de mauvaises nouvelles, il n'y a pas un marché du travail extrêmement dynamique, donc ça ne va pas partir d'un côté ni de l'autre, donc je peux probablement me permettre des baisses de taux, mais surtout, il l'a dit, et vous l'avez évoqué, on approche de la fin du quantitative tightening. Pourquoi, Mathieu ? Il a même dit clairement, c'est très pratique d'avoir des réserves amples, ça nous permet d'être agile, c'est très bien d'avoir un grand bilan, et on ne reviendra jamais à un bilan très
pandémique. Ils sont à 3 trillions à peu près là, c'est ça aujourd'hui? Oui, alors quand on regarde la pile... Les réserves de banque. Hein. Oui, Ouais. alors quand on regarde la pile d'actifs totale de la Fed, on avait fait un pic à environ 9 trilliards, à peu près la même chose du côté BCE en euros, et on est descendu à 6 au niveau de la BCE, un rythme à peu près similaire au niveau de la Fed où ils sont à 6,5. Et tout ça, ça ramène les tailles de bilan sur là où on était en juin 2020. Mais finalement, c'est aussi une réponse à ce que disait M. Bessane, qui disait si les taux longs vont à un endroit qui ne me plaît pas, j'émettrai que du court. Une manière de un peu marcher sur le pied de la Fed. La Fed dit OK, je prends mes responsabilités et je garde un grand bilan pour pouvoir réagir et piloter et la courbe absorber des un peu taux. plus de long, quoi. C'est ça. Que le marché puisse absorber un peu plus. Et puis on a taux. quand même, on parlait d'effets richesse. C'est vrai que c'est surtout le marché action qui monte, mais il ne s'agirait pas d'avoir une naissance de crise immobilière. On a quand même des prix de l'immobilier qui, dans certains États aux États-Unis, ralentissent. C'est très bien qu'ils ralentissent. Ce serait dommage d'avoir une baisse d'effets richesse. Donc la Fed a besoin d'un marché obligataire liquide qui fonctionne, et y compris sur les maturités les plus longues. Je crois qu'il le disait, Bessent, le vrai KPI pour le succès ou non de Trump, ce sera les taux longs. Hein. C'est les taux longs qui seront le KPI du mandat de Trump. La Fed va arrêter la réduction de son bilan. Alors en plus, en réinvestissant les MBS, les mortgages, je crois qu'elle va même être à nouveau acheteuse nette à un moment de papier. Est-ce que ça peut donner des idées à une banque centrale comme la BCE, par exemple? En tout cas, ça donne de la capacité à la BCE de potentiellement rebaisser ses taux, avec quand même Parce que le bilan de la BCE se réduit vite, lui. Hein. Oui, mais il y a un moment, il va falloir arrêter. Alors, on parle du cas français, mais il y a même le cas européen. Il y a des besoins de financement en Allemagne. Il y a des émissions extrêmement fortes. On sait que effectivement, il y a l'Italie, l'Espagne qui vont très bien, mais avec des taux un peu moins importants, ça sera plutôt apprécié. La Banque centrale peut encore baisser une à deux fois ses taux. Et puis surtout, le niveau de l'euro qui, à un moment, a continué à monter. Il y a eu une petite baisse ces quelques jours liée à la France notamment, et puis un peu d'autres choses. Mais le dollar continue à se déprécier. Et pour éviter une vitesse trop importante de la dépréciation du dollar, la Banque centrale pourra peut-être baisser ses taux, en tout cas grâce à une action de la Fed beaucoup plus importante. Parce que, juste, je reviens sur la Fed, mais on n'imagine pas Jérôme Powell qui va partir dans 6 mois, être celui qui a créé le déluge. Donc, de toute manière, il a tout intérêt. Le bras de fer qu'il y a eu pendant plusieurs années, en tout cas depuis que Trump est arrivé au pouvoir, là, il va se dissiper de toutes les manières. Et Jérôme Powell, le marché de l'emploi, effectivement, se dégrade, mais pas tant que ça. En tout cas, on voit là, dans l'agriculture, il y a moins d'embauches. Enfin, ça part par les embauches qui diminuent largement. Et on ne voit pas comment Jérôme Powell pourrait être celui qui maintenant fait un bras de fer alors qu'il est proche de la sortie. Donc, 2 baisses de taux cette année, voilà, ça n'a pas changé grand-chose. C'est déjà dans les prix. Dans les prix, on a 3 baisses de taux l'année prochaine. Ils vont peut-être faire deux avant de partir. Ça fera 1% de moins sur les taux. Et tout le monde sera plus ou moins content. En tout cas, ça permettra effectivement aux États-Unis de ne pas dire que la Fed a été l'instigateur d'une potentielle récession ou d'un retournement de marché. Et puis, les autres banques centrales, notamment la BCE, leur permettre effectivement d'ajuster et de légitimer ce qu'elles sont en train de faire dans la baisse grâce à la Fed. Et ce sera une bonne nouvelle pour les émergents, à nouveau, que la Fed coupe un peu ses taux directeurs, et si le dollar continuait de baisser un petit peu, ça reste des vents porteurs justement pour les émergents, ça, Bing? Bien sûr, notamment les marchés émergents, ils sont bénéficiaires de faibles dollars, et c'est ce qu'on voit aussi cette année. Bien sûr, on a l'effet de IA, des techs, mais on voit que les pays tels que Taïwan, Corée ou la Chine ont tous bénéficié de cette faible dollar. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous trois. On s'arrête là pour ce soir, d'avoir été les invités de Planète Marché. Bing Yuan, gérante action internationale et émergente chez Edmond Rothschild Asset Management, Alexandre Ezez, expert marché financier, macroéconomie, et Mathieu Barrière, le responsable de l'allocation d'actifs d'Odo BHF.